Merci de nous retrouver sur les voisins Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Les migrants guinéens de la Suisse continuent de revenir au bercail. L'OIM, à travers une conférence animée ce jeudi, a défini son programme de réinsertion dans la société une fois au pays. La démilitarisation de Womé, située à 50 km de Zérekoré, est devenue une réalité. L'une des réclamations de l'opposition républicaine a été prise en compte par l'État. Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition, se dit satisfait de cet acte. Enfin, jusqu'à quand les populations guinéennes vont devoir tenir pour accéder à l'eau potable? Depuis l'indépendance du pays en 58, les femmes de Conakry se livrent à un parcours de combattants quotidien pour trouver en voir deux bidons d'eau. Les échos dans cette édition. Pour commencer, des ordinateurs ondulaires imprimantes pour le ministère de la fonction publique, c'est un geste de l'ambassade de la Chine pour renforcer les capacités des cadres de département dans le cadre du recensement biométrique et l'assainissement des fichiers de la fonction publique. Mania Condé. Ce lot de matériel informatique est un don de l'ambassade de Chine au ministère de la fonction publique guinéenne. Des matériels de travail pour appuyer mais aussi renforcer les capacités des travailleurs dans le cadre des opérations de recensement biométrique et l'assainissement du fichier de la fonction publique. Des opérations dont les premiers résultats sont encourageants selon l'ambassadeur de Chine en Guinée. En 14 ordinateurs de table, 14 orotuleurs UPS, 14 imprimantes laser, 3 imprimantes multifonctions et une photocopieuse permet à améliorer les conditions de travail et le niveau informatique du ministère. L'ambassade de Chine attache une grande importance aux relations avec le ministère de la fonction publique. Nous sommes ravis de voir que le ministère, sous la direction du ministre, a obtenu des résultats encourageants dans le recensement biométrique des fonctionnaires, l'assainissement des fichiers de la fonction publique. Pour le ministre de la fonction publique, ce don matérialise la volonté de la Chine à aider la Guinée sur tous les fronts de développement. Sékou Kourouma promet que ces équipements seront utilisés à bon escient. Nous avons souhaité que le gouvernement chinois, la Chine, en un mot, en tant que pays ami, contribue ou prenne sa part dans le processus de transformation et de qualification du secteur public guinéen. Et je crois que notre demande n'est pas tombée dans dessous des oreilles. Quelques semaines après, nous vivons aujourd'hui la matérialisation de cette volonté manifeste de la Chine de s'impliquer sur tous les fronts de développement de la Guinée. Nous ferons bon usage de ces équipements. À travers ce don, le ministre Kourouma affirme que les relations Guinée-Chine pourraient s'intensifier davantage, voire s'élargir à d'autres domaines. À présent, la commission santé et éducation de l'Assemblée nationale guinéenne vient d'effectuer une visite dans les locaux de la pharmacie centrale de Guinée en cette période d'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette commission, présidée par Aboubakar Silla, était venue s'enquérir des réalités et modes de fonctionnement de la PCG avant de procéder à l'adoption d'un projet de loi ou de budget. Aboubakar Sidikimane nous en dit plus. Cette visite guidée des parlementaires à la pharmacie centrale de Guinée s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une stratégie avec la présence du virus Ebola. Les élus du peuple ont échangé avec les responsables de la PCG pour connaître leurs besoins. Cette direction étant un instrument de l'État dans la mise en œuvre de sa politique pharmaceutique. Les élus du peuple qui sont venus visiter pour voir dans quelles conditions nous travaillons, dans quelles conditions les médicaments destinés pour la population guinéenne sont conservés, sont gérés. Et pour nous, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque part à quelqu'un, aussi il y a certains qui pensent pouvoir nous aider et qui veulent aussi contrôler voir ce que nous faisons. Cette visite nous rassure.
Avec cette visite de la Commission Santé et Éducation de l'Assemblée nationale, la PCG espère une implication des parlementaires dans la résolution de certains problèmes de la structure, notamment de trésorerie et de plaidoyer. Le président de la Commission Santé et Éducation a fait la promesse ferme d'être le porte-parole, d'être le porte-flambeau de la pharmacie centrale de Guinée. Pas la pharmacie centrale en tant qu'entreprise, mais la pharmacie centrale de Guinée comme instrument qui est au service du gouvernement pour approvisionner les structures sanitaires dans l'intérêt exclusif de la population guinéenne. Après avoir écouté les responsables de la pharmacie centrale de Guinée et touché du doigt les réalités de fonctionnement, le président de la commission santé et éducation à l'hémicycle s'est exprimé en ces termes. En cette période de fièvre hémorragique Ebola, nous avons donc mis l'accent sur cette institution parce qu'elle est en quelque sorte un des fondements de la politique sanitaire du pays. Donc nous avons fait les visites, nous avons écouté les uns et les autres et nous sommes globalement satisfaits de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Nous pensons que cette institution joue son rôle. Elle a certes des difficultés, notamment des problèmes de trésorerie. Il faudrait donc que ces contraintes soient prises en compte par l'État et que ces prévisions soient intégrées dans un cadre effectivement prioritaire. Cette tournée de la commission santé et éducation s'étendra également dans les établissements sanitaires et scolaires, une manière pour ces élus du peuple de s'impliquer davantage des réalités sur le terrain en vue de procéder à l'adoption d'un projet de loi qui pourrait avoir un impact sérieux sur les domaines importants de la vie des Guinéens. À présent, la société Russal prête encore son assistance à la Guinée dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Elle a fait don d'un appareil détectant des anticorps à partir du sérum de sang des personnes guéries, une stratégie porteuse d'espoir pour la Guinée. Le détail avec Andrea Akelemo. Cette machine de dernière génération est conçue pour obtenir à partir du sérum de sang des anticorps qui sont efficaces dans un corps malade. La Guinée étant affectée depuis 9 mois par le virus Ebola, la société Russal a jugé nécessaire que cette machine serait d'une grande aide pour la Guinée qui souffre d'Ebola, un engin sécurisé et porteur d'espoir, explique ce responsable médical de Russal. Grâce à cet appareil, nous voulons introduire une méthode qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, ça veut dire la transfusion des plasma convalescentes qui tiennent les anticorps protecteurs contre le virus Ebola. Visiblement satisfait, le directeur général de l'Institut Pasteur de Guinée dit ne pas être surpris de ce geste venu de la part de Russal. Russal connaît nos problèmes, c'est pour ça qu'ils ont estimé, sans attendre, qu'il fallait tout de suite envoyer tous ces spécialistes que vous voyez avec moi ici. Vous avez vu ce laboratoire mobile, vous avez vu cet appareil aujourd'hui. Mais alors à l'intérieur du pays, allez voir, ils sont en train de poser des réalisations très concrètes. Notre centre de l'Institut Pasteur de Kindia est un centre qui bénéficie justement de cet appui. Nous devons dire donc tous merci à nos amis traditionnels russes. La Guinée, dans cette page noire de son histoire avec l'épidémie Ebola, a bénéficié de beaucoup d'assistance. Comme on a coutume de le dire, c'est seulement dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Autre registre de l'actualité, l'Organisation internationale pour la migration OIM a animé un point de presse ce jeudi à la Maison commune des journalistes. Cette conférence d'échange a permis à cette organisation et ses partenaires de parler de la journée d'information sur le programme d'aide de retour des Guinéens en provenance de la Suisse. Idiatou Diallo pour le compte-rendu. Permettre aux migrants guinéens de regagner leur pays volontairement avec tous les appuis et avantages, c'est l'objectif que vise l'Organisation internationale pour les migrants OIM. Installée en Guinée depuis 14 ans, l'organisation a établi un programme d'aide au retour de nombreux Guinéens en provenance de la Suisse se trouvant dans les conditions d'irrégularité. Une fois au pays, plusieurs opportunités leur sont proposées afin de mener à bien leur vie en exerçant des activités telles que le petit commerce, l'agriculture, l'élevage, la boulangerie et la menuiserie. Ce projet leur offre non seulement les frais de voyage, l'assistance au retour qui comporte l'accueil, l'assistance à la
réinstallation qui permet aux retournés de répondre à ses premiers besoins dès qu'il arrive quelques heures après son retour en Guinée. Et aussi, il y a une enveloppe de réintégration qui est offerte aux retournés. Cette enveloppe leur permet de développer des projets de réintégration, des projets générateurs de revenus qui leur permettent d'être autonomes après quelques années d'absence de chez eux. Ça leur permet vraiment de s'offrir, de reprendre leur vie au sein de leur communauté. Financé par le gouvernement suisse avec l'appui de celui de la Guinée, ce programme a permis depuis 2005 à 1200 migrants en situation d'irrégularité de rentrer volontairement au pays avec des avantages qui les ont permis à réintégrer facilement la société. Tous ont bénéficié d'une assistance financière de $4,000 chacun. C'est donc le lieu et le moment pour moi de saisir cette opportunité pour vous renouveler notre soutien dans l'exécution de vos projets futurs d'assistance à nos ressortissants en situation de détresse dans les pays d'accueil. Ensemble, nos deux institutions définiront un cadre périodique de concertation pour une gestion efficace et efficiente du phénomène migratoire. La mission de l'OIM réaffirme sa volonté de renforcement du cadre de collaboration aux autres partenaires de la communauté internationale en vue d'un meilleur accompagnement des migrants guinéens pour leur réintégration durable en Guinée. Grâce à ses partenaires, l'OIM apporte un service d'accueil une fois à l'aéroport, mais aussi un appui à leur réinstallation et à leur réintégration. Une opportunité pour eux de reprendre le cours normal de la vie au sein de leur communauté. L'armée s'est retirée de Womé, une sous-préfecture de la région forestière située à 50 km de Zirikore, où sensibilisateurs dont des médecins, journalistes et le sous-préfet de la localité ont été tués le 16 septembre dernier. La démilitarisation de Womé était l'une des réclamations de l'opposition républicaine, des activistes des droits de l'homme, de certains membres du gouvernement et du comité de crise sur les violences de Womé. Certains membres du comité de crise ont observé du lundi au mercredi la grève de la faim. Je propose la réaction du porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubakar Silla, est au micro d'Oumfali Kilafouki. C'est une réaction positive. Je suis très satisfait que les pressions qui ont été exercées sur le pouvoir aient abouti effectivement à la démilitarisation de Womé. Cela veut dire que même avec un régime autiste, mais lorsqu'on persévère, lorsque l'opposition, la société civile, les organisations de défense des droits humains et les populations aussi de Womé se manifestent, lorsque tout ceci met une pression sur le pouvoir, il est obligé de céder. Aucun régime ne peut s'abriter derrière son manque de respect des droits humains pour pouvoir exécuter certaines missions qui ne sont pas en rapport avec notre constitution, avec les lois de la République. Voilà, donc nous sommes très satisfaits de cela et nous voulons que la lumière soit faite sur les exactions qui ont été commises par certaines personnes un certain 16 septembre à Womé. Nous ne voulons pas absoudre ces crimes odieux qui ont été commis contre une mission de sensibilisation qui était partie juste pour informer et prévenir contre la propagation de cette maladie. Et cette mission a été attaquée violemment avec 8 morts. Nous sommes pour que toute la lumière soit faite et pour que tous les responsables de ce carnage-là soient effectivement traduits devant les tribunaux et condamnés. Mais, dans un même temps aussi, nous ne pouvons pas accepter qu'une sanction collective soit infligée à toute la population de Womé, alors que la responsabilité pénale, comme vous le savez, elle est individuelle. La nomination d'Ali Dosila comme chef de quartier de Taouya par une décision du gouverneur de la ville de Conakry n'est pas bien accueillie par les citoyens. Ils sollicitent par contre son remplacement par Gomez Ba, ancien chef de quartier adjoint Lansana Traoré. Depuis la nomination d'Ali De Silla sur décision du gouverneur de la ville de Conakry comme chef de quartier de Taouya, nombreux sont ceux qui s'y opposent. Les citoyens de Taouya sollicitent auprès des autorités la nomination du chef de quartier adjoint qui assurait l'intérim depuis la destitution de l'ancien chef de quartier.
Taouya est composé de 3 villages depuis belle lurette. Également, on a toujours nommé un chef de quartier. Aujourd'hui, certains veulent créer de la zizanie dans le quartier. C'est pourquoi nous sollicitons Gomez Ba, parce qu'il a été adjoint des chefs de quartier depuis la Première République. Il a toujours été social. Donc nous sollicitons qu'il soit nommé comme notre chef de quartier. Les citoyens de Taouya sont résolument engagés pour la nomination de Gomez Ba comme chef de quartier, une situation qu'ils comptent suivre jusqu'au bout. S'il nous envoie un autre chef, c'est pas mal, mais il dirigera d'autres citoyens, mais pas nous. Il faut que Gomez Ba soit nommé s'il veut la paix dans Taouya, ou alors qu'il fasse le choix entre population de Taouya et le nouveau chef de quartier. Cette tension qui règne dans Taouya depuis quelque temps risque de dégénérer si des dispositions ne sont pas prises par le gouverneur Soriba Sorel Kamara. La desserte en eau potable, un véritable calvaire pour les femmes de Conakry, malgré le fait que la Guinée soit considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Les populations guinéennes peinent toujours à accéder à l'eau potable, un problème qui persiste toujours dans la capitale guinéenne, devient très inquiétant pour les habitants. C'est un reportage de Aminatou Diallo rendu par Mfali Kilafoki. La desserte en eau potable pose un sérieux problème pour les habitants de Conakry, surtout celle de la route Le Prince. Les quartiers comme Petit Simbaya, Bantunka et Bessia Cité sont approvisionnés en eau une fois, en une semaine, voire plus. Certaines femmes sont obligées de se réveiller à 5 heures du matin pour puiser de l'eau dans les forages. Et cela est un autre calvaire puisque les forages fonctionnent au courant électrique, une autre denrée rare, comme le confirme ce citoyen. Pour avoir l'eau ici, c'est très difficile dans le quartier-là. S'il n'y a pas de courant, si le courant vient, on a un forage, on peut brancher là-bas, on pise l'eau. Si le courant ne vient pas, les gens peuvent rester dans quelques jours pour avoir l'eau. Ça va faire difficile. Pour cette femme, avoir de l'eau avant était tout un problème. Mais grâce à ces forages, elle se sent un peu plus soulagée. Malgré cela, il faut se réveiller tôt le matin pour avoir de l'eau. Mais l'eau ici, pour avoir de l'eau, c'est tout un problème. Il n'y a pas l'eau à la pompe, sauf celle du forage. Grâce à ce forage, nous sommes un peu soulagés. Cet autre citoyen est lui aussi visiblement désemparé par le manque d'eau. Il est obligé d'abandonner souvent son travail pour aller à la recherche de l'eau. Il y a au moins une semaine comme ça, il n'y a pas d'eau chez nous. Même aujourd'hui même, j'étais au travail comme ça. Ma grande sœur m'a appelé que la pompe est venue. Bon, je suis venu comme ça pour puiser l'eau vers 12 heures comme ça. J'ai laissé mon boulot pour venir puiser l'eau. A signaler que la plupart des citoyens parcourent de longues distances pour avoir de l'eau potable. Ils demandent que les autorités règlent ce problème pour mettre fin à leur calvaire. Sur un même plan, la pauvreté est un phénomène au quotidien. Elle est visible en Guinée, notamment à Conakry, la capitale. Ici, des familles entières tirent le diable par la queue pour avoir quoi manger. C'est un reportage signé Abdourahmane Ba. Un quartier très animé. Bonfi est dans la partie sud de Conakry. Ici loge la famille Fali Cissé, une famille de plusieurs personnes, essentiellement des femmes et des enfants. Ils trouvent tous à manger grâce aux revenus de ce vieil homme, pêcheur de son état. Je suis pêcheur. Ma famille et moi vivons du jour au jour. Même la barque que j'utilise, c'est quelqu'un qui me l'a prêtée. Sa femme est consciente de la charge de son mari. Elle témoigne que des jours entiers passent sans avoir quoi manger. C'est Dieu qui nous nourrit. Il y a des jours, nous ne mangeons rien. Juste derrière leur bâtiment vivent d'autres familles. Aliou Silla, entouré de ses enfants, est visiblement désœuvré. Il décrit ses conditions précaires.
J'ai 5 enfants et je n'ai pas quoi les nourrir. Nous demandons plus de garde de la part des autorités. Assise à même le sol, en position d'allaitement de son fils, cette jeune mère parle de conjoncture économique. Je suis commerçante, mais le marché est très dur. Il n'y a pas de clients. Un jour on vend, un autre il n'y a rien. À Bonfi, les problèmes ne manquent pas. L'eau et le courant électrique se font rares. Conséquence, les familles qui tirent profit de ces denrées exercent moins leurs activités. Ce qui les inquiète de plus, le courant et l'eau se font rares. S'il y avait le courant, on pourrait faire nos petits commerces d'eau fraîche. Il en est de même dans cette famille à Taouya. Cette veuve décrit son quotidien depuis la mort de son mari. Je ne sais plus quoi faire. Mon mari est mort. Ça m'inquiète. Aujourd'hui, c'est la faim qui me détruit avec mes enfants. Ces familles, l'une comme l'autre, souffrent toutes du même mal, la misère. Un fléau pourtant loin d'être une fatalité, car elle peut être vaincue avec le concours de tous. Autre registre de l'actualité, 2 événements, une date. Il s'agit du concours du meilleur écrivain guinéen et de la présentation des 72 heures du livre prochain. Les organisateurs de ces événements ont ce jeudi conféré avec la presse. Sarah Camara. Comme à l'accoutumée, les prochaines 72 heures du livre se tiendront les 23, 24 et 25 avril 2015. Thème retenu, livre, sciences, climat et environnement. Pourquoi le choix de ce thème? Thème climat et environnement, sciences à côté, c'est pour aussi préparer la participation de la Guinée au sommet des Nations Unies qui sera organisé en France à Paris en fin 2015. Donc la Guinée doit se préparer. On doit pouvoir informer les Guinéens sur les grands problèmes aujourd'hui qui menacent notre continent, notre planète. Donc je pense que c'est extrêmement important que la Guinée joue sa partition. Donc pendant une année, des littéraires, des auteurs vont réfléchir sur cette thématique et nous allons faire pendant cette période la promotion de tout ce qui est environnement et climat pour qu'on puisse être mieux préparé. Initié depuis 4 ans, le prix du jeune écrivain guinéen se veut éducatif, tout en respectant certains critères. En lançant le concours du jeune écrivain, on estime que des vocations vont s'éveiller et que s'il y a des textes qui sont primés et qui sont édités, cela va amener beaucoup d'autres jeunes écrivains à tenter l'aventure. Donc c'est surtout pour booster l'écriture chez les jeunes que nous lançons ce concours annuel. Si vous avez en dessous de 35 ans au moins, vous pouvez être candidat à ce concours. La deuxième chose aussi, le texte de cette année, comme ça va porter sur Ebola, pour que les jeunes gens dans leurs écrits participent à faire mieux connaître cette maladie et participent à la sensibilisation, le texte est limité, il doit être limité entre 5 et 6 pages, pas plus. En fin 2015, la Guinée devrait participer au sommet des Nations Unies à Paris. Au centre des débats, la sauvegarde de l'environnement. Sur la question, le ministre de l'Environnement exhorte à l'éducation environnementale pour la préservation de la couche d'ozone. Sur le continent à présent, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, mais pour les habitants du delta du Niger, cette richesse est devenue un véritable cauchemar. Suivez. L'eau de cette rivière n'est plus que or noir. À l'origine de ce désastre pour l'environnement et la vie des habitants, 2 fissures dans un oléoduc de Shell il y a 6 ans dans le delta du Niger. Si le géant pétrolier admet aujourd'hui que plus de 4000 barils de pétrole se sont déversés et qu'il a sous-évalué l'ampleur de la pollution, Amnesty International parle pour sa part documents de justice à l'appui de quantités bien plus importantes. Plus de 100 000 barils de pétrole auraient contaminé la terre et les cours d'eau dans la région de Bodo. Les opérations de Shell dans le delta du Niger ont entraîné la dévastation de la zone et la société a à plusieurs reprises fait de fausses déclarations sur ce qui se passe dans le delta du Niger. En résumé, la prochaine étape est d'essayer d'obtenir des informations sur Shell et sur l'état de ses oléoducs et le fait qu'elle sous-estime le volume de pétrole déversé.
Pour protéger son image, Shell affirme régulièrement que la majeure partie du pétrole répandu dans le delta du Niger est causée par le sabotage. Quant aux 15 000 habitants de la communauté de Bodo, 6 ans après les fuites, ils n'ont toujours pas touché d'indemnité officielle. Un procès doit se tenir en mai prochain devant la Haute Cour de Londres. L'an dernier, les victimes ont rejeté la proposition de dédommagement du géant pétrolier. Selon des sources proches du dossier, Shell voulait offrir à chaque villageois la somme de 1 300 €. Dans le monde, peut-on parler de guerre totale en Ukraine? C'est en tout cas ce que craignent les Nations Unies. Alors, quelle est la situation sur le terrain, notamment dans l'est du pays? Le point avec nos confrères de France 24. Il fuit Donetsk par crainte d'une nouvelle escalade, et elle est plus que prévisible. Ces derniers jours, l'envoi confirmé par l'OTAN de blindés et de troupes russes dans l'est ukrainien inquiète. Dans un entretien accordé au quotidien autrichien Die Presse, le représentant de l'OSCE pour l'Ukraine l'a affirmé. Le cessez-le-feu dans l'est du pays, conclu début septembre, est pratiquement caduc. Pourtant, Kiev affirme poursuivre ses efforts. L'Ukraine continue à adhérer aux accords de Minsk. Nous n'avons aucune intention d'abandonner la trêve malgré toutes les tentatives de la part des Russes de rompre ces accords. Mais les deux camps se renvoient la balle. Moscou accuse Kiev de mauvaise volonté et réaffirme son attachement au cessez-le-feu. Nous appelons l'Union européenne à une action commune pour aider à la désescalade de la violence et à surmonter la catastrophe humanitaire dans le pays. Pour la communauté internationale, Moscou cherche à gagner du temps. Mercredi, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont haussé le ton. Washington espère de nouvelles sanctions contre Moscou, mais Berlin a affirmé que l'Union européenne n'envisageait pas de nouvelles mesures contre la Russie, à part peut-être l'allongement de la liste des responsables ukrainiens pro-russes visés par les sanctions déjà approuvées. C'est la fin de cette édition d'information. L'information continue sur le www.groupeevasionguinée.info. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bonsoir que vous soyez à travers le monde.